Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 15 août 2023, deuxième sortie de la page internationale pour cette semaine avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal Joannel François de Saïtienne et Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Alarmes, 102.3 FM à Jacques Mel. Aux États-Unis, principalement à Atlanta, Donald Trump a été inculpé pour la 4e fois. L'ancien président américain a cette fois accusé de tentative de manipulation de la présidentielle 2020 dans l'État de Géorgie. Voici un reportage à signer TV5 Monde. La justice géorgienne l'accuse d'avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Ce lundi à Atlanta, la procureure du comté de Fulton a inculpé Donald Trump et 18 autres personnes en vertu d'une loi étatique sur la délinquance en bande organisée. Aujourd'hui, sur la base des informations que l'enquête a mises au jour, un grand jury du comté de Fulton a émis un avis d'inculpation envers 19 personnes accusées d'avoir violé la loi géorgienne en participant à une conspiration criminelle destinée à inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. Au total, 41 chefs d'accusation pour fausses déclarations et faux documents, faux et usage de faux, ou encore pression sur des témoins. L'enquête avait été déclenchée par un appel téléphonique de janvier 2021. Dans celui-ci, Donald Trump demandait à un responsable local de trouver les 12 000 bulletins de vote qui lui manquaient pour remporter les voix de cet État. Je donne aux accusés l'opportunité de se livrer volontairement avant le vendredi 25 août 2023. L'ancien président des États-Unis a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Il parle d'une accusation truquée et traite la procureure de partisane enragée servant les intérêts de ses adversaires politiques dans un communiqué publié lundi soir. Willis a stratégiquement ralenti son enquête pour interférer au maximum avec la course à la présidentielle de 2024 et nuire à la campagne Trump, dominante dans les sondages. En moins de 6 mois, il s'agit de la 4e inculpation pénale visant Donald Trump. Les premiers procès doivent se tenir dès le printemps 2024. Nous irons à Hawaï. La vie reprend lentement son cours à Hawaï après une semaine d'intenses incendies qui ont tout ravagé sur leur passage. Dimanche dernier, les habitants de la Haina sont retournés voir les restes calcinés de leur maison. Voici un reportage à signer CGTN News. Je dirais qu'il faudra des années pour reconstruire et que nous puissions revenir. Pila Tofa est né et a grandi dans la ville historique de Lahaina, l'ancien empire du royaume hawaïen. Tout est maintenant réduit en cendres et il ne reste que des histoires d'horreur. Juste voir des cadavres sur les rochers, sur la plage et dans les voitures. Il y avait un enfant sous une voiture sur Front Street. On dirait que son père essayait de le protéger, mais ils ont tout simplement été brûlés. Il y a des animaux, des chats, des chiens calcinés en plein milieu de la route. Et puis, avant même que le feu n'atteigne ce côté, il y avait des gens qui couraient vers notre maison. Leurs cheveux semblaient avoir été brûlés. Leur visage était complètement noir. Et puis, ils ne faisaient que transpirer en courant vers nous. Les incendies de Lahaina ont laissé un lourd bilan. C'est devenu le plus meurtrier de l'histoire américaine moderne. Des dizaines de personnes sont mortes et bien d'autres sont encore portées disparues. Pila a perdu une partie de sa famille. J'ai une tante et un oncle, leur fille et leur petit-fils de 7 ans, c'est une famille de 4 personnes. Ils ont été coincés dans l'incendie là-bas. Ils essayaient de s'enfuir, ils étaient dans la voiture. Je suppose que le téléphone est tombé dans leur voiture et ils sont restés coincés à l'intérieur. Ils ont été brûlés. Il a survécu et comme tant d'autres, il s'est demandé pourquoi il n'y avait pas eu d'alerte incendie ou d'avertissement. Les autorités ont restreint l'accès à Lahaina, tandis que les équipes de secours continuent de rechercher des victimes.
Nous avons enfin pu entrer dans la ville historique de Lahaina. Ce que nous avons vu, c'est que tout est totalement dévasté. Les habitants n'arrêtent pas de dire qu'il faudra des années avant de pouvoir reconstruire complètement la ville. C'est notre maison, notre foyer. Nous vivons ici depuis 30 ans. Nos enfants sont nés ici. Nous ne savons pas vraiment ce qui va arriver. C'était la première fois que cette famille revenait après avoir fui les flammes en voiture. C'est comme si une bombe avait explosé. C'est la fin de tout ça. C'est parti. C'est tellement bizarre. Pour Jennifer, c'est difficile d'envisager l'avenir. Nous faisons du camping ici. En attendant qu'ils nous donnent le feu vert pour rentrer et aider à nettoyer tout ça, on fait ce qu'on peut. Après avoir presque tout perdu, ils rêvent maintenant que les choses vont renaître de leurs cendres. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant malien Assimi Goïta ont discuté mardi de la crise au Niger, a annoncé le Kremlin, et prôné un règlement pacifique dans ce pays, théâtre d'un coup d'État fin juillet. Voici un reportage à signer Africa News. L'importance de régler la situation au Niger uniquement par des moyens pacifiques. Voilà ce qu'ont plaidé Vladimir Poutine et Assimi Goïta au cours d'un entretien téléphonique. D'après le Kremlin, c'est le président malien qui a pris l'initiative de cet appel. Son pays, voisin du Niger, a très rapidement affiché son soutien aux militaires à l'origine du coup d'État du 26 juillet. Depuis sa prise de pouvoir en 2020, Assimi Goïta entretient de bons rapports avec Vladimir Poutine. Les deux hommes auraient, selon le dirigeant malien, une convergence de vues sur de nombreux sujets. Le président russe s'est notamment exprimé sur la situation au Sahel il y a quelques jours. Dans un message vidéo, il a accusé les États-Unis et leurs alliés d'avoir entraîné la destruction de l'État libyen avec leur intervention militaire en 2011. Ce qui, selon Vladimir Poutine, a ensuite exposé les pays du Sahel à de nombreux groupes terroristes. Cet entretien téléphonique intervient alors qu'une réunion militaire de la CEDEAO doit se tenir à partir de jeudi sur une possible intervention armée au Niger. Une intervention militaire à haut risque, vivement critiquée sur le continent et qui divise les pays membres de la CEDEAO. Nous irons au Japon. L'équivalent d'un mois de précipitation s'est abattu mardi 15 août sur certaines parties de Honshu, l'île principale japonaise, balayée par la tempête tropicale Lan. Voici un reportage signé France 24. Aucun vol maintenu. Pas le choix pour ces touristes. Ils devront attendre la fin de la tempête pour monter dans leur avion. Ici, à l'aéroport d'Osaka, certains en profitent donc pour prolonger leur nuit de sommeil. Ils étaient 650 à dormir sur place lundi soir. Le trafic aérien n'est pas le seul à avoir été mis à l'arrêt. Dans cette gare, tous les trains ont été supprimés, en pleine vacances d'Obon, l'une des périodes les plus chargées de l'année pour les voyages au Japon. Je devais voir un ami pendant les vacances d'Obon et on devait partir de Fukuoka jusqu'à Nagoya. On a dû changer de train à Osaka et maintenant on est coincé ici. On essaye toujours d'aller à Kyoto et on va voir ce qu'on peut faire. Le typhon, depuis rétrogradé en tempête tropicale, a frappé la partie ouest d'Honshu, l'île principale du Japon. La région de Kyoto n'a pas été épargnée. Ce pont de Maizuru a été détruit, emporté par les eaux. Tout près, dans la ville d'Ayabe, la boue s'est invitée chez certains habitants. Quand j'ai regardé dehors, j'ai cru que j'étais face à la mer. J'ai eu tellement peur. Dans le pays, de nombreuses routes ont été bloquées après l'effondrement d'arbres ou de panneaux de signalisation. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité, rétablis depuis chez certains habitants. La tempête devrait ensuite gagner la mer du Japon, avant de remonter en direction de la Russie. Coup d'œil sur le Niger, contradiction entre alliés. La situation autour de Niamey reste tendue dans la mesure où une intervention militaire de la CEDEAO au Niger reste possible. Mais Paris perd du terrain en Afrique, ce qui réduit le risque d'escalade autour de cette crise. Écoutons un expert sur la RT, l'extrait de cette émission.
Aujourd'hui, la situation de la France est extrêmement délicate, parce que si la France s'engage dans une opération militaire, c'est quelque chose qui va lui être reproché, et d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose qui risque de casser en fait les opportunités de partenariat que la France pourrait développer sur les années à venir. Et il faut voir aussi que la semaine prochaine se déroulera le sommet des BRICS à Durban, en Afrique du Sud. Donc, c'est très symbolique. Imaginez qu'on ait une opération armée à ce moment-là, l'image et le message seraient absolument catastrophiques, c'est-à-dire qu'on serait en train de vivre, au moment où les BRICS se réunissent et en quelque sorte reprennent le credo de ce que fut le mouvement des non-alignés, le mouvement de la conférence de Bandung, on aurait une puissance européenne, la France, qui s'engagerait dans un conflit armé en Afrique et s'ingérerait d'une certaine façon dans les affaires intérieures d'un pays africain. Et ça, c'est un piège extrêmement dangereux. Et je pense que la France devrait faire attention à cela, car de l'autre côté, des puissances, notamment comme les États-Unis, bien cherchent d'une certaine façon à tirer les marrons du feu. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation télé. Belle top pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël pour présenter cette page. Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, ciel sans soleil, 71 degrés Fahrenheit, 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius, 93 degrés Fahrenheit à Jacques Maël, 34 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir à Saïtienne, bonsoir Rouban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.